Donc, bienvenue dans la première capsule Astro. Ce dont vous avez besoin pour suivre la ou les capsules à venir, c'est votre charte natale. Pour cela, ça demande votre date de naissance, le lieu de naissance et l'heure de naissance. Vous pouvez les obtenir sur différents sites. Vous allez trouver dans la description les 3 sites énumérés dans la diapositive devant vous. Donc, le premier site, c'est AstroThème, qui est disponible en français et en anglais. Le deuxième que j'aime bien, c'est AstroSeek, qui est principalement juste en anglais, mais en général, si vous êtes du genre à faire des recherches assez poussées, vous aurez quand même besoin de plus d'un site web pour faire vos recherches ou même d'un livre. Troisième lien disponible dans la description, c'est Café Astrologie que j'aime bien aussi, qui vous donne quand même un résumé pseudo assez détaillé de votre charte. Et bien sûr, vous pouvez toujours simplement regarder sur Google en tapant calcul charte natale. Vous allez quand même avoir différents résultats de disponibles. Je crois que c'est tout. Nous allons donc passer à la prochaine diapositive. Donc, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que si vous ne connaissez pas votre heure exacte de naissance, même sur les différents sites que je vous ai présentés dans la précédente diapositive, il y a quand même moyen d'aller chercher des informations de base. C'est sûr que ce ne sera pas complet parce que l'heure de naissance vient vous donner votre ascendant. Et c'est l'ascendant qui va déterminer la première maison et qui va donc venir donner une certaine précision au reste de la charte, donc à savoir les différents placements, les minutes exactes où est-ce qu'ils sont situés par rapport aux autres placements et ainsi aussi venir avoir plus de spécificité par rapport à cela. Donc c'est sûr que si vous n'avez pas votre heure de naissance, il vous manque quand même une grosse partie de l'information, mais il y a quand même moyen d'aller faire une étude par rapport à votre charte en vous fiant seulement au placement des différentes planètes et astres dans un signe sans tenir compte de la maison dans laquelle ces planètes se trouveraient parce que vous n'avez pas accès à votre heure de naissance. Après, je sais qu'il y a des astrologues qui calculent précisément votre heure de naissance. Je pense que c'est assez coûteux, je ne pourrais pas vous dire, mais en général, vous pouvez quand même faire votre propre étude à ce niveau-là. Donc, regardez par rapport à vos proches, par rapport à votre famille. Est-ce que vous êtes né plus le matin, vers midi ou plus en soirée? Essayez de jouer un peu à Colombo, de faire votre petite enquête par rapport à cela. Et aussi, quand vous ne connaissez pas votre heure de naissance, je pense que les sites et applications calculent de facto que vous êtes né à midi. Donc, juste pour vous donner une idée de comment, en fait, ils vous calculent votre charte sans l'heure de naissance. Donc, ici, dans la prochaine diapositive, nous avons un exemple de deux images qui vous résument à peu près les maisons des 12 les 12 maisons astrologiques que l'on retrouve dans une charte. Et bon, là, dans les deux cas, c'est en anglais. Et pour ma part, je fais toujours les recherches en anglais parce que je juge que l'information est toujours un peu plus complète ou détaillée que ce que l'on retrouve en français. Même au niveau des livres en général, je vous dirais que même dans le domaine d'études dans lequel j'ai étudié, c'était toujours beaucoup plus complet en anglais. Donc, vous avez quand même moyen de faire vos recherches en français. Pour ma part, j'aime mieux y aller en anglais. Donc, si vous voyez ici mon petit curseur rouge à l'écran, vous allez voir par exemple ici au niveau de la maison 1 dans l'image de gauche que ça peut représenter la personnalité, le masque, l'identité, l'expression de soi. Et quand on regarde au niveau de l'image de droite, vous allez voir qu'ici c'est représenté différemment au niveau du résumé par rapport à qu'est-ce qu'on peut retrouver dans la maison 1. Donc ici, encore une fois, c'est le masque, les nouveaux départs, la première impression que les gens ont quand ils nous voient,
l'apparence physique et bien d'autres informations. Donc, ça vient vous donner un résumé de ce qu'on peut retrouver en termes de définition par rapport à une maison. Ce que j'aime aussi avec l'image de gauche, c'est que ça va vous montrer le domicile du signe astrologique de la maison. Donc, par exemple, le bélier, c'est celui qui va venir commencer de base. C'est associé à la maison 1, c'est son trône, c'est sa maison. Et il en va de même pour le taureau, le gémeaux, le cancer qu'on retrouve dans la maison 4 et ainsi de suite. Donc avec l'image de gauche, ça vient vous donner les domiciles des différents signes astrologiques en plus des résumés des différentes maisons. Et ici, on vient simplement vous donner un bref descriptif. Mais ce que vous avez en plus, ou du moins de différent, c'est qu'ici, on vous montre l'ascendant qui serait représenté par la première maison, la descendance, le MC et le IC, que je me rappelle plus trop c'est quoi parce que je garde toujours juste les mots abrégés. Mais en général, le MC, c'est toujours, enfin pas toujours, ça peut tomber aussi dans la maison 9 ou 11 selon comment vous représentez votre charte. Mais en général, c'est dans la maison 10 et le IC que je prononce aussi en anglais, ce serait dans la maison 4. Donc ça vous donne une brève idée par rapport à qu'est-ce que cela pourrait signifier pour les différentes maisons selon l'image que vous voulez. Donc c'est quelque chose que je vous inviterais à faire en premier avant d'aller plus loin dans l'étude de votre charte, avant même d'aller plus loin dans cette vidéo parce que ça vous permettra d'avoir un résumé à côté et de savoir de quoi je parle quand on parle des différentes maisons. Donc ici, c'est vraiment juste un résumé que je vous ai fait en français, donc pour les 12 différentes maisons. Et ça vous permet aussi, parce que je vous ai tracé la ligne dans le milieu, de voir les maisons qui sont opposées l'une à l'autre. Donc ça, on va le voir aussi dans la diapositive suivante. Mais la maison 1, c'est l'identité, donc l'ascendant, le corps physique, la personnalité, le masque. En face de la maison 1, dans une roue astrologique, nous allons trouver la maison 7. Donc tout ce qui est contrat, mariage, divorce, affaires légales, partenariat, ça peut être aussi des ennemis publics. La maison 2, ça va être vraiment tout ce qui est possession personnelle, argent, estime de soi, talent caché, mais aussi votre système de valeurs. Et ce que j'aime bien aussi, plus vous allez avancer dans l'astrologie et comprendre les différents aspects et connaître aussi les notions de base, vous allez vous rendre compte qu'au final, c'est vraiment super facile. Donc, vous voyez ici, je vous ai dit possession personnelle en maison 2. En maison 8, ça va être la possession des autres. Donc, la maison en face de la maison 2, c'est la 8. Donc, possession des autres, héritage, dette, tout ce qui est banque, le sexe parce que la maison 8, c'est le domicile du signe du scorpion. Donc, bien sûr, le sexe, la mort, la renaissance, la transformation et tout ce qui est trauma sont vraiment liés ici par rapport au scorpion. Ensuite, dans la maison 3, nous avons l'apprentissage, la communication, tout ce qui est fratrie. Ça peut aussi comprendre les cousins, cousines et autres. Et bien sûr, les voyages de courte distance dans une même ville. Donc, des voyages un peu plus road trip, on va dire. Ensuite, en maison 9, donc encore une fois, si on regarde l'aspect miroir en opposition, ici, on va surtout avoir l'enseignement, les hautes études, le moi supérieur, loi, philosophie, religion. Et dans ce cas, ça va surtout être les voyages à l'étranger, outre-mer. Donc, ça peut être des voyages sur une plus longue distance. C'est comme moi, par exemple, vous vivez au Canada, qui est un pays assez immense, mais vraiment trop immense. Ou ça peut être simplement, comme je l'ai dit tantôt, un voyage outre-mer. Ensuite, dans la maison 4, ça va être tout ce qui est vie privée, famille, la maison, les racines, l'influence parentale. J'ai marqué influence parentale parce que certains astrologues vont dire que c'est la maison qui représente la mère et d'autres vont dire que c'est la maison 10 qui va représenter le père et vice-versa. Donc moi, ce que je vous dirais, c'est de regarder par rapport à votre charte personnelle, qu'est-ce qu'il en est. Est-ce que ça représente votre père ou votre mère? Dans mon cas, jusqu'à présent, dans le peu de chartes que j'ai étudiées et dans ma charte, pour l'instant, la maison 4 reflète surtout l'aspect maternel. Ensuite, si on voit en parallèle, donc encore une fois en opposition, ici c'est vie privée en maison 4.
En maison 10, nous allons avoir la vie publique, carrière, tout ce qui est vocation, le statut social, la réputation et l'influence parentale, où est-ce qu'ici, pour l'instant, en tout cas pour moi, ce serait la figure paternelle. En maison 5, nous allons avoir la créativité, les plaisirs, joie, hobby, sport, romance. Ça représente aussi vos enfants. Donc, si vous voulez savoir si vous allez avoir des enfants, s'il y a un problème de stérilité, si vous allez les avoir plus tard, ou même aussi votre premier enfant, vous pouvez avoir des informations par rapport à cela. Donc, éventuellement, je ferai une vidéo là-dessus. Donc, juste pour pas vous mêler un peu plus, ça représente les enfants. Juste pour vous donner un bref exemple, la maison 5 serait le premier enfant, la maison 7 serait le deuxième enfant, la maison 9 serait le troisième enfant, et ainsi de suite. Et bien sûr, on recommence à zéro. En face de la maison 5, donc en opposition, nous avons la maison 11, donc tout ce qui est humanitaire, communauté, groupes sociaux, amitié, souhaits et rêves. Puis on arrive à la maison 6 qui va être routine, santé, maladie physique, nutrition, service, employeur et collègues. Et en face, nous allons avoir la maison 12, donc le subconscient, les ennemis cachés, à la différence de la maison 7 où est-ce que les ennemis étaient publics, les maladies mentales, la spiritualité, le confinement. Et quand je parle ici de confinement, ça peut être une prison, hôpital psychiatrique, un monastère, donc tout ce qui est vraiment confinement. On parle aussi d'addiction et bien sûr de karma. Donc, en vous introduisant les maisons dans la dernière diapositive, je vous ai aussi introduit le mot opposition. Donc, quand on parle d'opposition, c'est simplement en fait quand deux astres ou deux planètes sont situées à 180 degrés l'une en face de l'autre dans la roue astrologique. Donc, les oppositions, c'est toujours 180 degrés. Donc, dans le petit tableau que je vous ai fait ici, juste à côté, vous allez avoir un résumé donc, par rapport aux signes astrologiques et par rapport aux maisons. Donc, pour la roue ici, j'ai fait exprès pour mettre le premier signe dans le signe du bélier, donc son domicile, pour que vous puissiez avoir l'image sous les yeux quand vous allez étudier ou du moins observer les différents signes et maisons qui vous sont représentés ici. Donc si par exemple on regarde au niveau du bélier, vous allez voir qu'en face, vous avez le signe de la balance. Autre nota bene aussi important à savoir, apprendre les hiéroglyphes ou du moins les petits signes qui représentent chaque signe astrologique. Ça va aussi vous faciliter par rapport aux différents sites, par rapport aux différentes applications ou logiciels que vous pouvez utiliser et vous allez vous rendre compte qu'au final, ils sont super faciles à apprendre. Donc ici, en face du bélier, nous allons avoir la balance. Un autre truc pour vous en rappeler, les deux commencent par B. Ensuite, nous avons le taureau qui en face va avoir le scorpion. Ensuite, le gémeaux dans la maison 3 qui va avoir le sagittaire. Le cancer qui va avoir le capricorne. Encore une fois, si vous voulez vous rappeler ces deux-là, les deux commencent par un C. Le lion en face va avoir le verseau et le vierge va avoir le poisson. Et là, je me rends compte que j'ai fait une erreur, mais je vais la corriger, ce n'est pas grave. Ensuite, il en va de même pour les maisons. Donc, en face de la maison 1, faites toujours plus 6. Donc, 1 plus 6, ça vous donne la maison 7. 2 plus 6, ça vous donne la maison 8. 3 plus 6, ça vous donne la maison 9. Et ainsi de suite. Une fois que vous avez dépassé les 6 premières maisons, lorsque vous arrivez à 7, à ce moment-là, vous allez faire moins 6. Donc 7 moins 6, ça va vous donner la maison 1 en opposition. Donc c'est vraiment aussi simple que cela. Et ici, c'est vraiment simplement les mots-clés par rapport aux 12 différents signes astrologiques. Donc, si vous regardez ici les 6 premiers signes, nous sommes dans le je, donc la première personne du singulier. Donc, le bélier, c'est je suis. Le taureau, j'ai. Le gémeaux, c'est le signe de la communication, je pense.
Le cancer, c'est je sens, c'est notre émotionnel du zodiaque. Le lion, c'est celui qui est passionnel, il aime. Le vierge, c'est je sers, pardon, parce que c'est le signe du service, c'est aussi notre guérisseur. La balance, jusqu'au poisson, ici nous allons commencer à parler au nous, donc la première personne du pluriel. Donc la balance ici, au lieu d'être je suis comme le bélier qui est son opposé astrologique, nous allons avoir nous sommes. Donc vous voyez que même au niveau des mots-clés, il y a cet effet miroir par rapport au signe opposé. Ensuite, le scorpion, son opposé, c'est le taureau. Donc ici, on avait j'ai, maintenant nous avons nous avons. Donc bon, je me suis répétée, mais vous comprenez ce que je voulais dire. Ensuite, le Sagittaire, nous avons nous pensons. Le Capricorne, qui est l'opposé du Cancer, c'est je sens, ici, nous réalisons. Le Verseau, à la différence de son opposé, le Lion qui aime, nous aimons. Et le Poisson, nous servons. Donc ça aussi, à force de connaître les différents signes astrologiques, vous allez aussi facilement vous en rappeler. Donc, par exemple, le Gémeaux, c'est un signe qui parle beaucoup, c'est un signe très intelligent, qui a beaucoup d'idées dans la tête, donc je pense. Donc, à force de connaître les différents signes, ça va rentrer beaucoup plus facilement pour vous au niveau des mots-clés. Donc, ce que nous allons voir dans la vidéo actuelle, nous allons parler des leçons de vie. Donc, pour ce faire, nous allons parler des nœuds nord et des nœuds sud qui, dans une charte en général, vont ressembler à une paire d'écouteurs. Il y a aussi la planète Saturne, mais nous n'allons pas l'aborder dans cette vidéo. Et je pense aussi par rapport aux nœuds, je vais simplement pour l'instant, je crois, y aller par rapport aux maisons. Donc si vous ne connaissez pas votre heure de naissance, cette capsule ne vous servira à rien parce que vous ne connaissez pas votre ascendant et de ce fait même les maisons dans lesquelles vont précisément se situer votre nœud nord et votre nœud sud. Donc le nœud nord, on l'appelle aussi la tête de dragon et le nœud sud, la queue de dragon. Le nœud sud, en général, c'est ce qui va représenter le passé. Si vous croyez ou êtes familier par rapport aux vies intérieures, ça peut aussi faire référence aux vies antérieures. Donc si on parle du passé, ça peut être simplement aussi par rapport à votre enfance, en début de vie, avec quels outils vous êtes né, dans quel système confortable vous avez grandi. Donc, c'est des compétences et des connaissances innées, un environnement qui vous est familier et des fondations qui vont vous servir pour aller vers le nœud nord. Donc, le nœud nord, c'est tout ce qui va être leçon de vie et but, nouvelles expériences, nouvelles compétences, évolution de votre âme et l'incarnation actuelle si on prend en considération le concept de l'incarnation. Donc, c'est sûr que le nœud nord, ce n'est pas nécessairement un point qui est facile à atteindre. C'est pour ça qu'on appelle cela, ou du moins qu'on le catégorise dans les leçons de vie et but, parce que c'est toujours un peu plus dur quitter un environnement familier ou sortir des sentiers battus. Donc, comment je vais procéder pour les 12 différentes maisons? Donc, on va y aller par nœud nord. Du moment qu'on connaît le nœud nord, de facto, nous allons connaître le nœud sud, dans quelle maison il se situe, car ces deux sont toujours placés en opposition, donc à 180 degrés. Donc, si je vous dis ici que le nœud nord est en maison 1, donc plus 6, ça veut dire que le nœud sud est en maison 7. Pourquoi j'ai marqué bélier? C'est simplement que le signe du bélier, son domicile, c'est la maison 1. Donc, avoir le nœud nord en maison 1, c'est un peu comme avoir le nœud nord dans le signe du bélier. Vous pouvez simplement le voir comme ça. Donc, quand vous étudiez votre charte, vous allez avoir le vrai signe dans lequel votre nœud nord va se situer, mais vous pouvez aussi regarder l'aspect de la maison dans lequel il se trouve par rapport au domicile du signe de cette maison pour avoir des informations supplémentaires par rapport à cela. Donc, on commence avec le nœud nord en maison 1. Donc, c'est comme si le nœud nord se situait dans la maison du bélier et que le nœud sud se situe en maison 7, donc en opposition, qui est le domicile naturel de la balance. Donc, la maison 1, c'est l'identité, le corps physique, la personnalité, le masque.
La maison 7, c'est contrat, donc mariage, divorce, affaires légales, partenariat, ennemi public. Et ça, c'est des concepts que je vais vous répéter tout le long de la vidéo. Donc, éventuellement, à la fin de la vidéo, vous devriez commencer à vous rappeler de quelques définitions ou mots-clés des différentes maisons que nous allons voir. Donc ici, quand votre nœud nord est en maison 1, ça veut dire que vous vous définissez beaucoup à travers votre partenaire qui va se trouver en maison 7. Donc les difficultés ici que nous allons retrouver avec des individus qui ont un nœud nord en maison 1 et un nœud sud en maison 7, c'est que vous avez de la difficulté à vous défendre ou à défendre votre identité ou à prendre de la place avec votre personnalité. Parce que le bélier, comme on l'a vu tantôt, c'est je suis. Et la balance, c'est nous sommes. D'où le fait que vous vous définissez beaucoup par rapport à votre partenaire. C'est aussi très dur pour vous de venir fixer de saines limites dans votre vie ou dans votre entourage. Et ça fait que vous avez peur des conflits. Parce que le nœud sud en maison 7, ça veut dire que vous êtes confortable dans l'énergie de la maison 7. Vous êtes confortable dans l'énergie de la balance. Et la balance est un signe qui aime voir les deux côtés de la médaille. C'est toujours celui qui va jouer l'avocat du diable, mais c'est aussi celui qui peut avoir peur des conflits. Donc ça fait que vous êtes plus à l'aise dans cette énergie où est-ce que vous ne voulez pas vivre ou être en situation de conflit. Une autre difficulté, c'est que votre chakra racine est débalancé, parce qu'ici le bélier est gouverné par Mars. Et on a de la difficulté à se mettre en premier, à prendre soin de soi avant les autres. Donc ça, c'est un aspect qu'on observe surtout au niveau de la balance non, comment dire, qui n'est pas évoluée ou qui n'est pas dans la lumière. Donc, juste pour faire court, en fait, chaque signe astrologique, il y a toujours un aspect positif et un aspect négatif. Donc, prenons par exemple l'exemple du lion. Le premier mot, ou du moins le premier aspect négatif que les gens connaissent du lion, c'est qu'il peut être centré sur lui-même, très dans l'ego, très dans le moi. Mais un lion qui va être évolué, qui est dans l'aspect positif, va être un des signes astrologiques les plus généreux du zodiaque, qui ne sera pas dans l'ego. Donc ici, par rapport à la balance, qu'est-ce qui arrive? C'est que quand la balance se retrouve dans un aspect négatif, c'est qu'on met toujours les autres en premier, parce qu'on est dans cette énergie où est-ce qu'on veut éviter les conflits, où est-ce qu'on veut toujours mettre les autres de l'avant et qu'on se délaisse de côté. Ça fait qu'au niveau des relations, c'est très très difficile par rapport à cela, parce que énergétiquement parlant, on se sent vidé et on peut aussi avoir l'impression de tout le temps attirer ou des partenaires égoïstes ou simplement nous-mêmes parce que nous mettons toujours nos partenaires sur l'avant-scène. Au final, on a l'impression qu'ils sont égoïstes, mais quelque part, nous sommes un peu fautifs parce que nous les mettons de l'avant et qu'on prend soin de nous en dernier. Donc, la leçon de vie ici, ce serait d'apprendre à faire passer ses besoins avant ceux des autres, c'est-à-dire que du moment qu'on prend du recul, qu'on entre dans l'énergie du bélier, les relations vont devenir plus faciles parce que vous allez de ce fait même apprendre à établir de saines limites. Donc, ce que je vous invite à faire par rapport au nœud nord en maison 1, c'est de venir étudier l'énergie du bélier. Qu'est-ce qui fait qu'un bélier est bélier? Dans l'aspect positif et dans son aspect négatif. Et comme on l'a vu, la maison 1, c'est la maison de l'identité. Donc, venir lire par rapport à cela pour venir travailler justement, ou du moins faciliter la compréhension par rapport à cette énergie. Ça va vous permettre aussi de venir développer et de maintenir de saines relations avec votre corps, parce que le bélier est un signe très physique, c'est un signe qui a besoin de brûler beaucoup d'énergie. Et bien sûr, ça vous permettra de venir travailler les difficultés que nous avons vues plus haut par rapport au nœud nord en maison 1. Nous passons maintenant au nœud nord en maison 2, donc le domicile du taureau. Ça veut dire qu'en face plus 6, nous passons à la maison 8, donc nœud sud en maison 8, le domicile du scorpion. Donc la maison 2, encore une fois, possession personnelle, argent, estime de soi, talent caché, système de valeurs. Tandis que la maison 8 est possession des autres, héritage, dette, banque, donc tout ce qui est emprunt bancaire ou autre, sexe, mort, renaissance, transformation et trauma.
Donc, vous vous définissez surtout à travers vos traumas, et vos secrets. La maison 8 étant la maison du scorpion, étant la maison du trauma, de tout ce qui est relié à l'énergie scorpionique. Donc ici, les difficultés, c'est surtout que vous avez la difficulté à aller de l'avant par rapport au passé. Donc on a de la difficulté à guérir. Donc autant le scorpion est un des signes, je vous dirais, le vierge est le signe guérisseur, mais le scorpion est, celui qui va renaître de ses cendres. Donc, peu importe les événements traumatiques, s'il y a un signe qui peut y arriver, c'est le scorpion. Ça, c'est bien sûr dans l'aspect positif. Dans l'aspect où est-ce que le scorpion n'est pas encore évolué, qu'il est dans l'aspect plutôt négatif, on est beaucoup plus dans le passé, on est beaucoup plus dans la rancune, on est un peu dans cette énergie de vengeance aussi. Donc, on a de la difficulté à aller de l'avant par rapport au passé. On a de la difficulté aussi à créer son propre système de valeurs parce que comme on l'a vu, la maison 8, c'est par rapport aux autres. Le système de valeurs, c'est surtout par rapport à la maison 2. Donc, ça veut dire ici que l'énergie dans laquelle on est le plus à l'aise pour vous, c'est la maison 8 et on a de la difficulté à venir créer ce système de valeurs. Ça veut dire que vous vous définissez beaucoup plus par rapport à une énergie de groupe ou par rapport à ce que les gens vont penser de vous. Ce qui fait qu'on est très sensible par rapport à l'opinion de ces personnes. Et on compte beaucoup, beaucoup sur les autres. Donc, il y a un manque d'estime de soi. Et aussi, ce qui peut arriver, donc ce n'est pas nécessairement le cas pour toutes les personnes ayant un nœud sud en maison 8, mais c'est qu'on peut avoir un passé très traumatisant. Donc, à ce moment-là, il faut venir trouver la force en soi afin de pouvoir aller de l'avant. Donc ici, la leçon de vie, bien sûr, c'est d'apprendre à être autonome parce qu'on compte beaucoup trop sur les autres. Vous attirez facilement de l'aide. Donc c'est sûr que ça vient faciliter cette dépendance au fait de dépendre des autres, mais vous êtes capable d'être autonome et d'apprendre à gérer tout problème ou toute situation financière par vous-même. Autre leçon de vie, c'est guérir du passé par le trauma, mauvaise expérience, secret. Donc, c'est sûr que si c'est quelque chose qui est difficile et que vous n'avez pas un support émotionnel ou une famille d'âme pour vous aider par rapport à cela, vous pouvez toujours commencer aussi ou regarder au niveau de la psychologie. Ça pourrait grandement venir vous aider par rapport à cela. Autre leçon de vie très très importante aussi pour vous, venir bâtir votre propre système de valeurs. Ce qui fait qu'une fois que vous allez avoir shifté par rapport à cette énergie, que vous allez gagner en confiance et que vous allez être autonome, quand vous traversez vers la maison 9, qui est la maison de la philosophie, des religions et de la culture, ça va vous apporter une certaine maturité par rapport à cela, mais aussi une plus grande ouverture et compréhension par rapport au monde qui vous entoure. Nous allons maintenant voir le nœud nord en maison 3 et le nœud sud en maison 9. Donc, le domicile du Gémeaux en opposition avec le domicile du Sagittaire. Donc, la maison 3, c'est apprentissage, communication, fratrie, cours, voyage, pardon. Et la maison 9, c'est enseignement, hautes études, moi supérieur, loi, philosophie, religion, voyage à l'étranger. Donc, vous cherchez à vivre vos idéologies plutôt que vivre dans l'instant. Et c'est vraiment un des aspects qui vous décrit. C'est qu'on est beaucoup dans la pensée de nos idéologies. Donc ici, par rapport aux difficultés, ça fait qu'on a de la difficulté à s'installer, à se caser ou à rester à un seul endroit. Donc que ce soit professionnel, personnellement parlant, ou même par rapport à votre famille. Le signe du Sagittaire est le nomade du zodiaque. Donc c'est celui qui a toujours son passeport à jour, qui est prêt à partir avec son sac à dos, même s'il n'a pas son sac à dos. Du moment qu'il a son passeport et son portefeuille, il est prêt à partir. Donc ici, on est beaucoup plus à l'aise dans l'énergie du Sagittaire. Ça fait que quand le nœud sud est en maison 9, on est trop dans l'idéologie, on est peu dans le concret ou dans la pratique, ce qui fait qu'on procrastine beaucoup. Et parce qu'on est aussi beaucoup dans notre monde intérieur, parce qu'il est très riche, ça devient un peu comme une façon de s'évader de la réalité. Mais ça fait que parce qu'on est trop axé sur ses idées, on est peu axé sur les gens. Parce qu'on se sent plus attiré par ce qu'il y a dans notre tête en termes de philosophie, d'éducation,
de ce qu'on pense que c'est la spiritualité. Ça fait que même quand on est dans un groupe d'individus, on va avoir l'impression qu'on se sent seul. Donc la leçon de vie ici, la plus importante, c'est vraiment apprendre à vous connecter et à interagir avec votre entourage parce qu'on est tellement dans ce monde intérieur, tellement dans cette évasion que c'est quelque chose qui est très très dur pour quelqu'un qui a un nœud sud en maison 9 parce que c'est vraiment comme si on est dans le signe du Sagittaire, même si au final votre nœud sud ce serait dans la maison 9 mais que votre maison 9, le signe se trouve être le lion ou la balance par exemple. Apprendre aussi à passer de la théorie à la pratique, donc ça va vous demander beaucoup de focus et de concentration pour justement sortir de cette énergie de procrastination et de rêverie. Et ça va vous permettre surtout de développer de nouveaux outils et de nouvelles techniques, que ce soit par rapport à l'apprentissage, par rapport au voyage, peu importe le domaine ou la sphère de vie qui vous intéresse. Et bien sûr, ça vous permet aussi d'apprendre, de venir profiter des petites discussions et donc des petits instants de la vie, mais aussi savoir que vous n'avez pas besoin de prendre l'avion ou de partir bien loin pour avoir ce sentiment de découverte ou d'aventure ou de voyage. Parfois, simplement aller dans la nature ou à côté, pas trop loin de chez vous, et vous pouvez quand même vous évader, vous pouvez quand même vous retrouver dans ce monde intérieur que vous aviez imaginé à l'extérieur de la localisation où vous vous trouvez. Un instant. Et voilà. Nous retournons maintenant en nœud nord, en maison 4, donc le domicile du cancer. Ça veut dire qu'en face, en opposition, donc à 180 degrés, nous avons le nœud sud en maison 10 dans le domicile du Capricorne. Donc la maison 4, c'est tout ce qui est vie privée, famille, maison, racines, influence parentale, influence maternelle, d'après mes observations jusqu'à maintenant. Donc faites vos propres conclusions par rapport à cela. Et en maison 10, nous allons avoir la vie publique, tout ce qui est carrière, vocation, le statut social, la réputation, l'influence ici du père. Donc ici, c'est que vous vous investissez plus dans votre carrière que votre famille. Donc l'aspect professionnel va être plus important pour vous quand votre nœud nord est en maison 4. Donc les difficultés ici ou les problèmes rencontrés, c'est que quelqu'un qui a un nœud nord en maison 4, c'est quelqu'un qui est très contrôlant, qui est très control freak, qui a de la difficulté à suivre la vague ou son cœur parce qu'il faut toujours que cette personne soit en contrôle, peu importe la situation, peu importe le problème rencontré. Donc c'est un peu plus dur de se laisser aller ici. C'est quelqu'un aussi qui est très by the book, donc quelqu'un qui suit vraiment les règles à la lettre, qui ne va jamais dévier d'un règlement ou autre. Donc on a de la difficulté à suivre son intuition. Parce qu'ici avec le signe du Capricorne, c'est un des signes les plus terre à terre, c'est un des signes, je dirais pas le moins intuitif, mais parce qu'il est plus dans le contrôle, parce qu'il est plus dans le concret, le pratique. Vu qu'on suit moins la vague et qu'on suit moins son cœur, on est moins connecté par rapport à son intuition. Au niveau émotionnel, c'est aussi... on va retrouver avec des gens qui ont un nœud nord en maison 4, des gens qui ont un côté émotionnel sous-développé. Donc encore une fois, ça dépend de la charte, ça va dépendre de d'autres placements, mais on va avoir un certain détachement émotionnel. Donc il se peut que votre côté émotionnel soit développé, mais qu'on ait justement ce détachement beaucoup plus prononcé, beaucoup plus évident par rapport à vous. Donc, très détaché. Donc, si par exemple, quelqu'un avec le signe du cancer, un signe très, très émotionnel, vient vous voir ou vient vous parler d'un problème, et ce n'est quand même pas, bien que je l'ai mis dans une difficulté, ce n'est pas un aspect négatif en soi parce que cela vous permet de conseiller ou d'écouter la personne, mais avec un détachement, donc plus avec un aspect rationnel si c'est quelqu'un qui vient vous demander de l'aide. Donc il y a toujours plusieurs façons de percevoir les choses. Donc comme je l'ai dit tantôt, on est trop axé sur le niveau ou le côté professionnel et peu sur le foyer, la vie familiale.
Ça fait que ça peut venir créer des tensions ici par rapport à la famille, ça peut venir créer des manquements aussi par rapport aux enfants. Et ça peut aussi venir, ou du moins, ça peut aussi venir indiquer qu'il y a eu un des deux parents qui avait de hautes attentes par rapport à vous, donc qui avait de grands espoirs. Donc, par exemple, un de vos parents voulait, quand vous étiez jeune, que vous deveniez médecin ou ingénieur ou astronaute, qui a mis vraiment beaucoup, beaucoup de pression sur vous. Ce qui fait que justement, au niveau familial, au niveau de la maison 4, l'aspect émotionnel n'a pas été trop développé parce qu'on nous a surtout poussé l'aspect académique, l'aspect professionnel, parce qu'il y avait un des parents qui avait de trop hautes attentes par rapport à vous. Ça fait qu'au niveau des leçons de vie, c'est de venir regarder par rapport à la maison 10. Donc, il se peut que vous soyez habitué à avoir une certaine figure d'autorité. Donc ici, si on prend en considération les réincarnations et les anciennes vies, il se peut que dans une ancienne vie, pardon, vous étiez de royauté ou autre, ou que vous aviez un poste de PDG ou vice-président, un poste pardon, qui fait appel au leadership ou du moins qui montre que vous êtes une figure d'autorité. Et ce qu'on vient vous dire dans cette vie, c'est que vous n'avez pas besoin de remplir ce rôle à 100%, qu'il faut venir prendre soin aussi de la famille. Donc, de ne pas rester trop dans l'aspect leadership, l'aspect carriériste, venir travailler aussi le côté émotionnel, le côté familial, parce que c'est quelque chose que peut-être au cours de votre début d'existence, vous avez beaucoup délaissé parce que vous avez surtout couru à travers les médailles d'or au niveau sportif, à travers les concours, les médailles d'or au niveau des concours de dictée ou par rapport aux études, au niveau professionnel. Donc, on vous dit de venir mettre ça peut-être de côté, venir trouver un juste milieu par rapport à la carrière et la famille. Ensuite, c'est de venir apprendre à s'investir plus au niveau familial. Donc, comme je viens juste de vous le dire, pardon, je commence vraiment à mâcher mes mots ou à parler plus vite que mon cerveau. Du moins, je pense que c'est ma bouche qui essaye de rejoindre mon cerveau, mais bon, bref. Donc ici, c'est de venir trouver un juste milieu entre la famille et le travail. Donc, venir apprendre à coopérer avec les gens. Donc, travailler en équipe et quitter cette énergie de figure d'autorité où est-ce que vous êtes au-dessus de tout le monde et c'est vous qui dirigez. Et ça va faire que vous allez vous isoler moins émotionnellement, vous allez être beaucoup plus impliqué dans un groupe et ça va aussi venir vous faire travailler le côté émotionnel. Et bien sûr, accepter ici que tout ne peut être parfait, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau de votre famille. Donc, voici ce qu'il en est pour le nœud nord dans la maison 4, dans la maison du cancer. Ensuite, si on regarde le nœud nord en maison 5, en opposition, nous allons avoir le nœud sud en maison 11, soit la maison du Verseau. Donc, la maison 5, ça décrit quand même assez bien le lion. Donc, c'est tout ce qui va être créativité, plaisir, joie, hobby, sport, romance. Ça représente aussi la maison des enfants et l'expression personnelle. En opposition, nous allons avoir les caractéristiques du Verseau, donc la maison 11 étant son domicile, le Verseau étant toujours décrit comme humanitaire et tout ce qui est communauté. On parle aussi de groupes sociaux, d'amitié, mais ici les amitiés, c'est surtout les gens qui pensent comme vous, donc pas les amitiés de cœur ou les gens qui sont plus proches avec qui vous avez une certaine attache émotionnelle. Nous allons aussi parler de souhaits et de rêves par rapport à la maison 11. Donc ici, vous avez un intérêt pour les groupes et les gens partageant vos opinions et idées. Donc les difficultés vont venir du fait que vous ne savez pas ou vous avez de la difficulté à vous exprimer par rapport à votre identité, par rapport à vous, par rapport au je et non par rapport au nous. Donc, on est habitué à faire partie d'un groupe, donc on ne sait pas comment exprimer son opinion lorsqu'elle est différente du groupe. Ça peut aussi amener de l'anxiété ou la peur du jugement parce qu'on étouffe sa personnalité, on étouffe son opinion, on étouffe qu'est-ce que l'on pense réellement. Ça fait que même quand on est dans un groupe, un peu comme le nœud sud en maison 9,
la maison du Sagittaire, on a l'impression qu'on se sent seul, mais ici, c'est un sentiment de solitude parce qu'on veut suivre le groupe, donc on se détache d'une certaine façon parce qu'on veut avoir ce sentiment d'appartenance. Donc c'est très très difficile à ce moment-là de venir faire valoir son point ou sa position. Donc les leçons de vie, c'est euh, apprendre à faire partie du centre de la scène. Donc venir encore une fois, toujours venir lire le signe dans lequel se trouve votre nœud nord. Donc ici, pas nécessairement le signe, mais dans le cas ici, la maison ou le domicile du lion, c'est la maison 5. Donc, venir lire par rapport au lion. Quels sont les aspects négatifs du lion? Quels sont les aspects positifs du lion? Le lion n'a aucun problème à prendre la scène. Et un lion qui va être évolué ou dans l'aspect positif, c'est aussi un lion qui sait faire briller la lumière sur les autres. Donc, ce n'est pas parce que vous embrassez les caractéristiques du lion que vous devenez plus égocentrique ou tourné vers vous-même. Au contraire, un lion qui est évolué quelque part va ressembler au Verseau, mais de différentes façons. Donc, c'est de venir ici apprendre à faire partie de l'avant-scène et ainsi gagner confiance en soi. C'est aussi apprendre à vivre dans l'instant présent et non dans le futur. Donc, venir trouver une source de joie, de bonheur ici et maintenant, parce que le lion, c'est celui qui veut toujours profiter des plaisirs de la vie, des hobbies. La maison 5, c'est aussi les romances dans l'instant présent, donc les petites histoires d'amour. Donc, apprendre à venir vivre dans le présent. C'est aussi apprendre à manifester ses rêves dans la réalité. Parce qu'ici, on est toujours c'est un peu comme si on est dans cette énergie où est-ce qu'on est habitué à être en groupe. Donc, on réalise des rêves de groupe, on compte aussi sur le groupe plutôt que sur soi. Alors que quand vous venez apprendre à travailler ou à être dans l'énergie du lion, oui, c'est bien beau manifester pour une communauté ou au niveau humanitaire, mais de temps en temps, c'est bien aussi de ne pas venir se délaisser, se mettre de côté. Ça fait qu'on vient apprendre à manifester aussi ses propres rêves dans la réalité, dans le concret. J'ai désactivé. OK. De retour. Donc, ensuite, nous avons le nœud nord en maison 6, dans la maison ou le domicile du Vierge. En face, nous allons avoir le nœud sud en maison 12, qui est le domicile du Poisson. Donc, le Poisson, c'est tout ce qui est subconscient, spiritualité. Ça représente l'addiction aussi dans l'aspect négatif, mais l'addiction peut être aussi représentée au niveau du Scorpion. Donc, la Vierge est assez bien représentée dans la maison 6. Donc, la Vierge va être tout ce qui est routine, santé. C'est vraiment celui qui fait attention à soi. C'est le guérisseur. C'est le, comment dire, the spiritual healer. C'est le guérisseur du zodiaque. Donc, la maison 6, c'est routine, santé, maladie physique, nutrition, service, employeur, collègue. Tandis que la maison 12 sera subconscient, ennemi caché, maladie mentale, donc à la différence de maladie physique. Donc, vous voyez encore une fois l'opposition. Spiritualité, confinement, donc tout ce qui est monastère, prison, hôpital psychiatrique et autres. Addiction et karma. Donc ici, on a un fort intérêt pour le mysticisme. Limite, c'est quelque chose qui est inné pour vous. Et en même temps, on est beaucoup dans les rêves et le fantasme. Les difficultés, par contre, à ce moment-là, c'est que parce qu'on est trop dans le rêve, trop dans l'énergie du poisson, on n'a pas cet aspect vierge qui est beaucoup plus structuré et qui est beaucoup plus dans la routine. Ça fait qu'on est beaucoup plus dans les fantaisies, moins dans le concret. On a tendance à toujours fuir la réalité lorsque les choses deviennent trop dures ou qu'elles ne vont pas comme prévu. Et ce qui fait aussi qu'on est beaucoup, beaucoup perché, on manque d'enracinement, on manque d'ancrage. Donc très, très important ici de venir travailler sur le chakra racine ou une simple bonne pratique à avoir, peu importe le signe astrologique, peu importe votre charte, c'est de venir toujours équilibrer ou garder une certaine balance par rapport à vos chakras. Donc au niveau des leçons de vie, c'est de mettre de l'ordre dans votre activité via la routine. Ça va vous apporter un sentiment d'accomplissement parce que vous allez pouvoir voir dans un plan concret et physique vos réalisations. Une idée que je vous donnerais peut-être par rapport à cela, c'est d'avoir un vision board ou un, j'essaie de trouver la bonne traduction,
un tableau reflétant tout ce que vous voulez réaliser, par exemple, dans l'année. Donc, ça peut être sur 6 mois, ça peut être dans un an, donc ça peut être trouver un nouveau travail, gagner en masse musculaire, partir en voyage avec ma meilleure amie, mettre 1000 $ de côté. Donc, avoir quelque chose de physique, de concret, où est-ce que vous faites un tableau, ça peut être avec des autocollants ou simplement un journal d'accomplissement. Vous avez vraiment l'éventail du choix. Attention aussi à ne pas trop se perdre dans cette créativité, dans ces rêveries, mais de venir trouver quelque chose de physique, de tangible, qui viendrait vous donner une structure et une routine, et ça vous permettrait aussi de suivre votre évolution, votre accomplissement. Ça vous apprend aussi à devenir ou être responsable parce que le poisson a toujours tendance, et je ne le prends pas non plus dans le sens, je ne suis pas en train de le généraliser. Donc je prends dans l'aspect négatif, dans l'aspect rêverie, le poisson va avoir tendance à fuir la réalité. Et même si ce n'est pas une fuite, c'est naturel pour le poisson d'être perdu dans la lune, d'être vraiment dans son monde. Donc ça vous apprend ici à devenir responsable et à développer bien sûr une approche analytique que le Vierge a déjà. Donc ici, je vous dirais, allez étudier le signe du ou de la Vierge. Je ne sais jamais si je dis le ou la, mais bref. Venir étudier par rapport au signe du Vierge, donc les aspects négatifs et les aspects positifs. Et venir voir qu'est-ce qu'il en est par rapport à cela, le Vierge étant un signe altruiste, mais aussi un signe qui se met au service de l'humanité des gens. Donc, si nous avons le nœud nord en maison 7, le domicile de la balance, en opposition, nous avons le nœud sud en maison 1, le signe du bélier. Donc, B pour balance, B pour bélier, le 2 commence par B. La maison 7, c'est contrat, affaires légales, partenariat, ennemi public, tandis que la maison 1 sera l'identité, le corps physique, la personnalité, le masque. Donc ici, on est beaucoup plus à l'aise dans l'énergie du bélier. On est beaucoup plus à l'aise dans l'énergie de la maison 1. Ça fait qu'on passe plus de temps à s'investir sur soi que sur les autres. Donc on est beaucoup plus dans cette énergie individualiste. Les difficultés à ce moment-là, c'est qu'on a de la difficulté à trouver un compromis ou à coopérer avec les gens parce qu'on a l'impression qu'on perd sa liberté. Et on a peur aussi par rapport à cela de se mettre en couple parce qu'on a cette peur du compromis. On est habitué à penser à soi en premier. Le bélier, c'est je suis. Ça fait qu'ici, à ce moment-là, bien sûr, ça dépend encore une fois de votre charte au complet, mais on va peut-être tarder avant de se mettre dans une relation amoureuse. Ça va venir plus tardivement. Ça pourrait être aussi au niveau professionnel, tarder à trouver son pied ou du moins à bien se sentir dans un endroit professionnel. C'est comme si en fait, tant que vous allez trouver que votre liberté est compromise, vous allez tout le temps changer d'emploi. Si vous sentez qu'une relation, même amicale, est trop compromettante, vous allez tout le temps passer à autre chose, laisser la relation derrière ou bloquer la personne. Donc ça vous donne une idée par rapport à cela. Donc ça fait que on a de la difficulté à interagir avec les gens qui ne nous ressemblent pas. On a de la difficulté aussi à accepter de l'aide ou l'opinion des gens parce que le bélier, c'est un signe qui, lui, est capable, qui, lui, peut faire les choses tout seul. C'est le je suis. Donc, c'est quelqu'un qui fonce, qui peut le faire seul, mais ici, c'est de venir apprendre à accepter de l'aide et ne pas prendre de façon personnelle ou blessante l'opinion des gens parce qu'ils le font, mais pour vous aider et non pour vous attaquer ou pour vous blesser ou pour brimer votre liberté. C'est aussi très très dur pour les nœuds sud en maison 1 de venir s'intégrer dans un groupe parce qu'encore une fois, on préfère coopérer ou du moins interagir avec des gens qui nous ressemblent parce qu'on a l'impression qu'il y a moins de compromis à faire parce que justement ces personnes nous ressemblent. Donc ici, là où les leçons de vie, c'est d'apprendre à s'investir dans les relations et partenariats, donc que ce soit au niveau professionnel, personnel, familial. On va aussi apprendre beaucoup de leçons de vie à travers vos partenaires et vos relations. Donc vous allez apprendre beaucoup d'eux.
On va apprendre à trouver aussi une balance entre donner et recevoir parce que là, vous devez apprendre à aller dans le signe de la balance qui est le signe du compromis. Donc, l'aspect négatif de la balance, c'est qu'il va avoir tendance à mettre trop les gens de l'avant et se mettre en dernier, mais allez plutôt apprendre à travailler avec l'aspect positif de la balance, soit avoir un juste milieu entre prendre soin de vous et prendre soin des gens, donner, recevoir par rapport à vous-même et par rapport aux gens. Donc, c'est quelque chose ici qu'il faut venir travailler. Donc, allez lire aussi sur la balance dans les aspects positifs et négatifs. Et bien sûr, mon bélier est un signe très, très impulsif. Donc, apprendre à venir travailler la patience et bien sûr, prendre les gens en considération ainsi que leur opinion. Donc, voici pour le nœud nord en maison 7. Ensuite, si nous regardons au niveau du nœud nord en maison 8, soit la maison du scorpion, en face, en opposition, nous allons avoir le nœud sud en maison 2, le domicile du taureau. Donc la maison 8, c'est tout ce qui est possession des autres, héritage, dette, banque, donc tout ce qui est emprunt bancaire ou tout ce qui est lié à la banque, sexe, mort, renaissance, transformation et trauma. Ensuite, la maison 2, c'est tout ce qui est possession personnelle, argent, estime de soi, talent caché, système de valeurs. Les difficultés à ce moment-là, c'est vraiment le lâcher-prise sur le confort matériel parce qu'on est beaucoup à l'aise dans l'énergie du taureau. Donc, on va avoir une certaine possessivité extrême. On a de la difficulté à lâcher prise sur certaines choses. On pourrait retrouver un comportement de, j'ai le terme anglais, hoarder, les gens qui empilent ou qui entassent les choses et qui ne veulent pas s'en débarrasser. Donc, attention par rapport à cela. Donc, lâcher prise sur l'aspect matériel. Lâcher prise aussi sur les richesses et abondances parce que pour vous, c'est quelque chose qui va être plus important que le relationnel et le travail et qui va être plus important que les plaisirs. Ça fait qu'on a de la difficulté à partager même au sein de votre famille, même entre frères et sœurs. Pour vous, ça va être quelque chose de dur. C'est un peu comme si vous avez peur en fait de manquer de ressources si jamais vous décidez de partager. Donc, on a ce sentiment aussi de devoir tout accomplir seul. Donc, on vient mettre l'emphase sur le travail versus les plaisirs. Parce qu'on a cette habitude où est-ce qu'on est toujours l'ami sur qui les gens viennent pleurer ou cet ami qui est toujours fort, qu'on n'a jamais vu en détresse ou dans une situation de vulnérabilité. Ça fait que vous avez de la difficulté à demander de l'aide. Après, c'est sûr que si vous avez un système de support ou des amis assez proches, en général et par expérience, ces personnes sont capables de vous connaître assez pour venir vous offrir cette aide-là et ça peut venir vous aider à travailler ce côté. Mais dans tous les cas, on a de la difficulté à demander de l'aide à son entourage. Et on a aussi peur de se faire même d'être vulnérable. Et ça fait qu'au niveau de la vie sexuelle, certains peuvent tarder à perdre ou leur virginité ou la peur aussi d'être vulnérable. On a aussi peur de perdre tout court. Donc, peur de perdre un ami, peur de perdre son travail, peur de perdre votre maison ou votre chien. Mais aussi, la maison 8, c'est la maison des traumas. Donc, ça veut dire qu'il se peut aussi ici que vous ayez eu quelque chose de traumatisant qui fait qu'au niveau sexuel, vous tardez peut-être à être à l'aise ou du moins à être ouvert sexuellement parlant. Ça veut dire ici que par rapport aux leçons de vie, vous devez avoir foi en la vie et trouver la force intérieure parce que vous n'êtes pas seul. L'énergie dans laquelle vous devez aller, c'est la maison 8. Et la maison 8, c'est tout ce qui est possession des autres, c'est tout ce qui est possession en groupe, c'est beaucoup plus travail de groupe en termes matériels que travail seul où est-ce que vous devez tout faire par vous-même. Donc vous n'êtes pas seul, ayez foi. Que ce soit spirituellement ou physiquement ou même psychologiquement, il y a beaucoup de travail par rapport à faire à la foi, par rapport à faire à l'estime de soi. Acceptez aussi les expériences mystiques. Donc ce qui peut arriver aussi ici avec un nœud sud en maison 2, il peut arriver que plus vous allez avancer dans votre vie spirituelle, même si vous vous considérez athée ou que vous n'avez pas d'aspect spirituel dans votre vie, il se peut que plus vous allez dans votre cheminement personnel, dans votre vie terrestre, vous vivez de plus en plus d'expériences
mystique ou de transformation majeure que vous n'arrivez pas à expliquer ou à mettre en mots. Et ici, le mot-clé, c'est acceptez-les. Ne résistez pas. Acceptez-les, ça va vous permettre d'aller vers un shift, vers un meilleur, comment dire, vers une nouvelle phase de votre vie. Et les transformations avec le scorpion sont toujours majeures, sont toujours intenses. Elles sont limite, j'ai pas envie de dire traumatisantes, mais elles sont très très importantes. Et c'est sûr que quand on les voit venir et quand on les vit, on se dit genre putain c'est énorme. Mais une fois que vous passez au-delà de ces transformations, c'est tellement magique et tellement c'est tellement juste waouh que j'arrive même pas à vous le mettre en mots, j'arrive même pas à vous le décrire, mais ça en vaut la peine. Donc ne fuyez pas, acceptez ces expériences mystiques. Et bien sûr, apprenez à partager. La différence entre la maison 2 et 8, la maison 2 c'est possession personnelle. Maison 8 c'est possession commune. Donc venez apprendre à partager et venez apprendre à demander de l'aide. Donc, je vous invite aussi à faire de la recherche au niveau psychologique. Chaque fois qu'il y a le scorpion qui entre en jeu, je vous invite toujours à aller regarder au niveau psychologique. Allez regarder aussi l'énergie du scorpion dans l'aspect négatif et dans l'aspect positif. Dans l'aspect négatif, ça fait très mal, c'est violent. Mais dans l'aspect positif, un scorpion, c'est tellement magnifique aussi. Et c'est tellement majestueux, c'est vraiment juste wow. Donc, je vous invite à aller faire de la lecture par rapport à cela, par rapport au signe du scorpion, ou du moins par rapport à la maison 8. Donc, quand votre nœud nord est en maison 8. Ensuite, quand le nœud nord est en maison 9, donc dans la maison du Sagittaire, nous allons avoir en face, en opposition, donc 180 degrés, le nœud sud en maison 3, soit la maison ou le domicile du Gémeaux. Donc, maison 9, comme nous l'avons déjà vu, c'est enseignement, hautes études, mois supérieur, loi, philosophie, religion, voyage à l'étranger, ou si vous êtes au Canada, un très 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 long voyage, parce que c'est gros. Ensuite, en maison 3, nous allons avoir apprentissage, communication, fratrie, cousin, cousine et les courts déplacements, donc road trip, ou simplement dans la même ville ou dans le même comté ou dans la même province, si vous êtes dans un pays où est-ce que la province n'est pas trop grosse. Donc ici, on a une soif de connaissances insatiable. Le Gémeaux a toujours envie d'apprendre encore et toujours. Donc les difficultés ici à ce moment-là, c'est qu'on a un manque de focus. Donc on est perdu dans les détails, on manque de structure, on est trop éparpillé. On a de la difficulté aussi à aller au bout des choses parce qu'on est vite intéressé aux choses, mais on perd aussi rapidement cet intérêt. Et on saute beaucoup, on joue beaucoup au saute-mouton entre les idées. Ce qui fait que on fait beaucoup de choses, on est beaucoup dans les faits, on est beaucoup dans les statistiques, on est beaucoup dans le terre-à-terre, le concret, et moins dans la foi, l'intuition, la spiritualité. Ce qui fait que les leçons de vie, c'est apprendre à faire confiance à son intuition, donc se détacher des faits et des données et de la science. Vous pouvez garder les deux aspects, d'accord? Apprendre à prendre du recul et rester concentré. Quand vous avez beaucoup de placements en Gémeaux, donc par exemple pour ma part, j'ai Jupiter en Gémeaux, c'est dur de rester concentré. Pour moi, j'ai appris à vivre avec cela. J'arrive quand même à aller au bout des choses, mais c'est juste que ça me prend un certain temps. Et pour moi, personnellement, ça ne me cause pas problème. Mais c'est quelque chose ici, dans le cas du nœud sud en maison 3, qu'on vous invite à venir travailler. Venir travailler aussi la foi. Parce que justement, vous êtes trop dans les faits, vous êtes trop dans le concret, vous êtes trop dans le donné. Vous n'arrivez pas à avoir foi en quelque chose que vous ne pouvez pas calculer ou matérialiser, mais il existe un juste milieu entre les deux. Prenez-moi par exemple, et si vous voyez le changement dans lequel je suis allée, donc je suis passée de Lila Voyance à des Spiritual Scientists, parce que pour moi, j'arrive à avoir la notion de la science et de la spiritualité dans la mesure où les deux, personnellement, sont un même langage, mais exprimés différemment. Donc, venir travailler la foi. Vous pouvez avoir la foi même en ayant des faits et des données.
Apprendre aussi à s'ouvrir vers d'autres horizons, vers d'autres cultures, élargir ses horizons, voyager. Donc, si vous n'avez jamais quitté votre ville, vous n'avez jamais quitté votre comté, vous n'avez jamais quitté ce petit cocon où est-ce que vous êtes habitué à toujours aller faire l'épicerie au même endroit ou avec le même fermier ou les mêmes voisins, je vous inviterai, même si c'est juste une fin de semaine, si partir à l'étranger, c'est trop compliqué, simplement vous éloigner, peut-être 1 heure, 2 heures de route. Peut-être y aller seul au début, avec des amis, si vous n'êtes pas à l'aise à le faire seul, mais venir apprendre à s'ouvrir à d'autres horizons, à d'autres cultures, et vous allez voir que le Sagittaire et l'aspect Gémeaux se marient formidablement ensemble, et vous allez voir que votre soif d'apprentissage et de connaissance va s'étendre, mais cette fois sur d'autres cultures, sur d'autres horizons, sur de nouvelles portes que vous n'aviez jamais pensé euh, ouvrir avant. Si on regarde maintenant le nœud nord en maison 10, soit dans le signe du Capricorne, avec le nœud sud en maison 4, donc la maison 10, c'est la vie publique, carrière, vocation, statut social, réputation, influence parentale, ici le père. Encore une fois, il y a beaucoup comment dire, de débats par rapport à cela. Donc, allez-y par rapport à votre charte à vous. Personnellement, pour moi, comme je vous l'ai dit, ma mère est représentée dans la maison 4 et mon père, je le vois dans la maison 9 et 10. Bien sûr, si vous êtes des astrologues avancés, parce que honnêtement, je ne me considère pas astrologue genre avancé, je pense que même après 45 ans, il y a tellement de choses à apprendre en astrologie que je ne me considérerais jamais genre avancé. C'est un domaine vraiment, vraiment large. Donc, si vous en avez plus par rapport à cela que vous savez, simplement me le mettre en commentaire. Nous sommes là pour apprendre ensemble, nous sommes là pour aller ensemble de l'avant. Et bien sûr, vu que j'ai Jupiter en Gémeaux, j'ai une soif de connaissance genre énorme. Donc, nourrissez mon esprit, nourrissez mon âme. Voilà pour la petite parenthèse. Donc, ensuite, en maison 4, nous allons avoir la vie privée, la famille, la maison, tout ce qui est racines et l'influence parentale, hashtag l'influence de la mère. Donc, ici, ce qui vous définit surtout, c'est que vous aimez rendre les gens autour de vous heureux et confortables. Parce que le cancer, c'est la maman du zodiaque, c'est l'émotionnel du zodiaque. Celui qui aime prendre soin, celui qui aime dorloter les autres du zodiaque. Les difficultés ici, à ce moment-là, c'est qu'on va avoir des problèmes d'insécurité et d'émotion parce qu'on est beaucoup plus dans les émotions que par rapport au mental. Prenez un cancer qui est dans l'aspect négatif ou qui n'est pas assez mature émotionnellement, il a beaucoup, beaucoup de difficultés à prendre des décisions parce qu'il est beaucoup trop émotif. Il va prendre des décisions plus ou moins émotives que des décisions mentales. Difficulté aussi à s'aider soi-même avant d'aider les autres, parce qu'encore une fois, on est dans l'énergie de la mère, l'énergie qui se sacrifie, qui met toujours les autres de l'avant. Même chose qu'on va observer par rapport à la famille et à la carrière. On fait passer la famille avant la carrière. Donc, on est très papa ou maman poule. Ce qui fait que par rapport à cela, pour vous, la famille, c'est très, très, très important. Fonder votre famille, c'est l'ultime but, genre. Et pas juste ça, et pas pour tous les nœuds sud en maison 4, mais si vous pouviez avoir plus que 4, 5 enfants, oh my God, c'est vraiment beaucoup. C'est tout ce que je tiens à dire. Donc bref, c'est très important pour vous de venir fonder votre famille très très jeune. Le danger ici avec cela aussi, c'est que parce qu'on est trop émotionnel et parce qu'on est trop insécure, on peut se mettre plus vite en relation, se marier plus vite aussi parce que notre but ultime, c'est la famille, c'est fonder sa famille. Donc très très important de faire attention par rapport à cela. Autre difficulté, c'est de venir trouver une balance entre donner et recevoir. Parce qu'on est un peu dans le rôle papa, maman, poule, on donne tout le temps. Donc, on a ce sentiment qu'on n'est pas apprécié dans notre famille, mais en même temps, si vous avez pris l'habitude de leur donner sans jamais recevoir, quelque part, vous avez nuit à votre personne parce que vous leur avez donné cette mauvaise habitude de tout le temps donner, 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 donner. Et si eux, à leur niveau, n'ont pas appris
à redonner, s'ils n'ont pas appris la gratitude, mais on sent qu'il y a un manque d'appréciation par rapport à ce moment-là. Ça peut être aussi que par rapport, vous, à votre enfance, un des parents s'est sacrifié. Un des parents a beaucoup trop fait, un des parents a mis de l'avant sa vie familiale par-dessus la carrière. Donc attention ici à ne pas justement venir reproduire le même problème parce que là on se retrouve dans un schéma de blocage et trauma générationnel qui vont s'engrainer après de génération en génération. Et honnêtement, ce sont les choses les plus chiantes, mais les plus chiantes, et je vous parle par expérience. C'est les choses les plus chiantes à venir défaire. Donc attention à ne pas venir reproduire ou garder ce trauma générationnel. Donc leçon de vie par rapport à cela, développer son individualité. Donc indépendance, discipline et ambition sont les caractéristiques décrivant le Capricorne. Donc comme je l'ai dit pour les autres nœuds nord, allez voir les énergies du signe pour lequel la résidence, comment dire ça? Allez regarder le signe dans lequel réside la maison du nœud nord et allez étudier ce signe. Donc ici, le domicile, le signe dans lequel se trouve... Mais je mâche tellement mes mots, qu'est-ce que j'essaye de dire? La maison 10, c'est le domicile du Capricorne. Voilà. Donc, allez étudier les aspects négatifs et positifs du Capricorne. Donc, pour tous les nœuds nord que nous avons vus jusqu'à maintenant, tout ce que j'ai mis en parenthèse, allez faire une étude là-dessus par rapport à votre charte. Si vous avez ces placements, ça vous aidera à savoir dans quelle direction vous allez et qui vous êtes à devenir dans un avenir proche ou lointain selon où est-ce que vous êtes rendu dans votre évolution personnelle, professionnelle et spirituelle. Apprendre aussi à ne pas vivre dans le passé ou l'idéaliser. Donc, apprendre à se responsabiliser. Le scorpion est un signe qui aime vivre dans le passé. Le poisson est un signe qui aime vivre dans les rêveries. Donc là, je vous parle des signes d'eau. Mais le cancer, pardon, est un signe aussi qui aime vivre dans le passé et qui peut être aussi très très rancunier, à la surprise de certains. Donc on pourrait penser que le scorpion est le plus rancunier émotionnellement, mais le cancer n'est pas très loin honnêtement. Donc apprendre à ne pas vivre dans le passé, apprendre à ne pas l'idéaliser, que genre cet ancien partenaire de vie était le meilleur, c'est celui avec qui je me voyais faire ma vie. Non, laissez cela dans le passé. Tant que vous ne vivez pas le présent et le futur, vous ne pouvez jamais savoir ou connaître à coup sûr. Donc, apprendre à ce moment-là à venir se responsabiliser. Établir de saines limites dans votre vie familiale, ça vous évitera justement de venir vous sentir non apprécié. Et bien sûr, vous allez apprendre beaucoup par rapport à vos relations publiques parce que la direction dans laquelle vous allez avec le nœud nord en maison 10, c'est ne vous sacrifiez pas pour la famille, mais en même temps, n'allez pas dans l'autre extrême où est-ce que vous allez tout faire par rapport à la carrière. Donc, venir trouver un équilibre entre carrière et famille. Et les gens que vous allez rencontrer au niveau professionnel vont tellement vous en apprendre, vont vous apporter beaucoup de connaissances qui vont vous servir tout le long de votre vie. Ensuite, si nous regardons en maison 11, donc le nœud nord en maison 11, le domicile du Verseau, donc encore une fois, allez lire tout ce qui est aspect négatif et positif du Verseau. En opposition à 180 degrés, nous allons avoir en maison 5 le Lion. Donc la maison 11, c'est l'humanitaire, communauté, groupes sociaux, amitié, souhaits et rêves, tandis que la maison 5, c'est créativité, plaisir, joie, hobby, sport, romance, enfant, expression personnelle. Donc ici, vous avez une personnalité agréable, amusante et joyeuse. Vous avez vraiment cet aspect lion, ce côté chaleureux et rayonnant qui attire les gens à vous. La difficulté, par contre, à ce moment-là, c'est qu'on a de la difficulté à s'intégrer dans un groupe ou à suivre les règles. Si vous avez une forte personnalité du lion qui est très j'aime, qui est très moi, qui est très leadership. Le lion, c'est celui qui va
qui va mener un groupe à la victoire, alors que le Verseau sera celui qui voudra mener le groupe à la victoire, mais en faisant partie du groupe. Donc, si vous arrivez à comprendre cette nuance. Les autres difficultés aussi, c'est que dans votre enfance, on peut avoir eu l'impression qu'on était seul, donc une enfance solitaire, donc peut-être vous étiez enfant unique ou peut-être vous n'étiez pas proche par rapport à vos frères ou sœurs. Dans tous les cas, on a eu une enfance solitaire. Ça fait qu'au niveau social, on a de la difficulté à se faire des amis, mais on a aussi un certain social awkwardness, donc on se comporte, comment dire, de façon bizarre au niveau social. Donc, on ne sait pas nécessairement comment interagir au niveau social par rapport à cela. C'est comme si on a ce besoin ou cette envie de faire partie d'un groupe, mais on ne sait pas comment. C'est dur de lâcher prise aussi par rapport à son individualité parce que vous êtes très à l'aise dans l'énergie du lion, vous êtes très à l'aise dans l'énergie de la maison 5. Donc c'est sûr qu'au début, il peut y avoir une certaine maturité visible en situation d'insécurité parce que si vous ne savez pas comment gérer justement votre individualité dans un contexte de groupe, si vous ne savez pas comment gérer vos émotions ou votre insécurité, à ce moment-là, c'est quelque chose qui va se sentir, c'est quelque chose qui va se voir. Et aussi avec le nœud sud en maison 5, avec l'énergie du lion, il y a ce besoin de se sentir aimé, de se sentir accepté dans un groupe. Les leçons de vie à ce moment-là, c'est d'aller lire au niveau du verso comme une fois, comme je vous l'ai dit pardon, tantôt. Donc, allez regarder les caractéristiques du verso, apprendre à travailler en communauté, parce que le verso, ce qui le décrit, c'est la communauté, l'humanitarisme. Pardon. Reconnaître votre individualité et les forces des autres. Parce qu'un lion, et ça c'est encore une fois dans l'aspect positif du lion, un lion qui reconnaît son individualité et les forces des autres saura comment travailler en équipe sans pour autant être en position de leadership. Donc, vous pouvez quand même retrouver l'aspect du lion avec l'aspect du verso, pardon, chez le lion, mais de façon différente. Donc, apprenez à reconnaître votre individualité, mais apprenez aussi à reconnaître l'individualité et les forces des autres. Et même si je vous ai dit de lire l'aspect négatif et positif du verso, c'est une force que le lion possède déjà de base. Cela fait que ça va vous permettre d'approcher les gens dans un espèce de... Comment dire? Vous allez les approcher dans un esprit de travail d'équipe et de collaboration. Et ça permettra ici de vous aider à venir travailler justement cette inclusion ou ce sentiment d'appartenance, comment intégrer ou comment interagir avec un groupe. Et on finit enfin avec le nœud nord en maison 12. En opposition à 180, nous allons avoir le nœud sud en maison 6, soit le domicile de la Vierge. Donc, maison 12, subconscient, ennemi caché, à la différence de la maison 7, où est-ce qu'on avait les ennemis visibles. Maladie mentale, spiritualité, confinement, addiction, karma. Maison 6, routine, santé, maladie physique, nutrition, service, employeur et collègues. Donc ici, c'est très très dur, comment dire, c'est très très dur de lâcher prise et de ne pas toujours aider les gens. Parce que l'énergie dans laquelle vous êtes, c'est le vierge. Et le vierge de base, il est déjà dur avec soi-même. Le vierge est quelqu'un qui est très structuré, qui a déjà sa façon de travailler, qui a vraiment, qui va planifier sa journée point par point. D'accord? Donc ici, je vous l'ai mis en rouge, je vous l'ai mis en gras, je vous l'ai souligné. Difficulté numéro 1, quand vous avez un nœud sud en maison 6, c'est comme avoir un nœud sud, pardon, dans le signe du Vierge. Vous avez de la difficulté à lâcher prise. Donc, vous avez un fort attachement au contrôle et à la réalité, ce qui fait que quand les choses ne vont pas comme vous voulez, vous avez une anxiété par rapport à cela parce que vous avez une approche de la vie beaucoup trop rationnelle. Vous êtes très structuré, trop structuré que cela, comme, comment dire, vu un peu perfectionniste, je suis perfectionniste d'une certaine façon. Je veux dire, regardez mes slides. Et en faisant mes slides, en plus, en faisant les diapositives, là, en faisant l'enregistrement, j'ai vu quelques erreurs.
avoir été trop perfectionniste, j'aurais arrêté, j'aurais tout recorrigé, j'aurais refait les slides une par une, mais je me suis dit, je m'en bats avec, on va continuer comme ça. Donc il y a un juste milieu au perfectionnisme. Mais avec un vierge, le peu d'erreurs que j'ai faites depuis tantôt dans les quelques diapositives, le vierge va recommencer à zéro jusqu'à ce que ce soit parfait, parfait, parfait. Donc très très dur de lâcher prise par rapport à cela. Et on va aussi avoir de la difficulté par rapport à la spiritualité parce qu'on est trop dans le contrôle, on est trop dans la réalité. Et la spiritualité, vous pouvez contrôler jusqu'à un certain niveau si vous savez comment manifester. Enfin, il y a certains points que vous pouvez contrôler, on va dire, dans la spiritualité. J'en discuterai éventuellement un jour. Mais parce que vous êtes trop dans le contrôle, parce que vous êtes trop dans la réalité, on a de la difficulté à ce niveau-là. Donc, les leçons de vie pour quelqu'un qui a un nord en poisson, parce que le poisson est la foi. Le poisson, il est toujours dans ses rêves. Le poisson, c'est que si vous trouvez un juste milieu entre le vierge et le poisson, vous allez amener la structure au rêve du poisson. Le poisson ne parvient pas nécessairement à concrétiser ses rêves dans le physique, mais si vous mariez le vierge avec le poisson, ça va juste être magnifique. Donc, leçon de vie, pardon, avoir foi en Dieu, avoir foi en vous, avoir foi en l'univers et apprendre à suivre la vague, apprendre à suivre son cœur, apprendre à se détacher du contrôle et de la réalité. Tout est question de dosage. Et au fil des années et au fil des expériences, vous allez avoir des expériences de vie qui vont vous rapprocher du divin. Et même si au final vous restez, comment dire, athée ou que vous avez une vision détachée par rapport à la spiritualité, vous allez quand même avoir une meilleure connexion et compréhension par rapport à la spiritualité, par rapport au divin. L'autre leçon de vie très importante que l'on retrouve chez les vierges, et ici, Nessus dans maison 6, donc comme si on était dans la maison du vierge, c'est que vous travaillez trop. Mais genre trop, trop. Prenez l'énergie du poisson. Faites-vous une petite sangria ou un drink ou si vous êtes avide de rhum, prenez-vous un verre de rhum, n'importe quoi, mais arrêtez de travailler. Vous allez tellement travailler que votre corps est là, vous voyez, vous avez maladie physique, maladie mentale. Si vous en faites trop, vous allez tout le temps être malade physiquement, mais en même temps, à trop être malade physiquement, ça va se transposer au niveau de l'énergie du poisson et vous allez, et en plus d'être malade physiquement, vous serez mentalement, psychiquement, spirituellement. Et au final, ça va être lourd, ça va être chiant et vous ne pourrez en vouloir à n'importe qui que vous voulez, mais la faute, ça sera la vôtre. D'accord? Donc, ce qui a été dit est dit. Leçon de vie aussi importante pour vous, la méditation et les pratiques spirituelles, elles vont être bénéfiques sur du long terme. Honnêtement, c'est sûr que même pour moi qui est spirituel, méditer, je m'endors facilement. Donc, attention à ne pas dormir avec des sons binauraux. Attention, ou du moins si vous écoutez des méditations, ne prenez pas des méditations sur YouTube où est-ce que quand la vidéo est finie, elle passe à la prochaine parce que le problème, et je dirais même le danger selon les méditations ou selon ce que vous faites, c'est que quand la coupure n'est pas faite au niveau méditatif, vous ne ramenez pas les chakras à un niveau basal où est-ce que vous atteignez le sommeil profond. Donc c'est comme si vous dormez physiquement, mais psychiquement et spirituellement, vous êtes encore dans un état méditatif. Donc c'est comme si vous travaillez. Et ça m'est déjà arrivé par accident à quelques reprises et honnêtement, ça fait chiant. Comment dire, ça fait chier, pardon, de se lever et d'avoir eu l'impression qu'on n'a pas dormi parce qu'en fait, on est resté en mode méditatif toute la nuit. Et entre deux dimensions, c'est de la merde, de la pure merde. Bref, ça va être bénéfique pour vous sur du long terme. Et bien sûr, apprendre à venir faire une introspection et un retrait du monde matériel. Donc, venir embrasser le poisson, avoir un juste milieu entre les deux signes.
Donc, grosso modo, s'il y a quelque chose que vous devez retenir dans toute cette capsule, c'est que si vous avez votre nœud sud dans une maison et le nœud nord dans une autre maison, allez prendre les deux signes que j'ai mis en parenthèse. Allez regarder le signe en parenthèse pour les nœuds nord et regardez comment vous pouvez venir trouver une balance entre les signes opposés. Donc là, par exemple, dans le cas actuel, entre le poisson et la vierge, comment venir marier ces deux signes, comment venir trouver un juste milieu pour ces deux signes. Donc voilà pour la première capsule astrologie. La prochaine portera sur les nœuds lunaires dans les 12 différents signes. Donc, pas besoin de connaître son heure spécifique ou de connaître votre ascendant pour la prochaine capsule astro. Si vous avez des thèmes, des placements ou autres que vous voulez que je soulève au niveau astrologique, ou si vous avez simplement des commentaires ou des retours par rapport aux placements que j'ai soulevés dans cette première capsule, simplement le laisser dans les commentaires. Et bien sûr, je suis une avide étudiante de la vie, de la science, de l'astrologie, de tout ce qui est spirituel. Donc, si vous avez des commentaires ou des trucs à rajouter par rapport à ce que j'ai mis, n'hésitez pas. Vous êtes là pour apprendre, je suis là pour apprendre. C'est donnant-donnant de chaque bord. Donc, bien sûr, vous pouvez me suivre sur Instagram et sur Facebook. Donc, comme vous le voyez, j'ai changé de Lila Voyance à The Spiritual Scientist parce que mon énergie va plus dans cette direction et parce que c'est quelque chose qui résonne plus avec moi parce qu'éventuellement, avec le temps, on va se détacher de la voyance et on va aller vers l'astrologie. Donc, on se dit à très bientôt et prenez soin de vous.